Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Nous avons décidé, sur 4 semaines, de donner cette mission de pouvoir regarder partout sur le territoire, à la fois les difficultés des uns et des autres, et pouvoir, au 1er juillet au plus tard, remettre à la ministre un travail qui aura vocation à expliquer territoire par territoire là où sont les manques. Cette mission d'urgence, si je peux utiliser ce terme, cette mission flash, pour pouvoir, dès cet été, apporter des réponses très fortes pour consolider nos urgences dans cette période. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. L'hôpital français va mal. Première sortie d'Emmanuel Macron depuis sa réélection à Cherbourg et il annonce une mission flash sur les urgences. Le professeur François Braun, président du SAMU Urgences de France, devra remettre des conclusions au plus tard le 1er juillet, dans pile un mois, à la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. En tout, 120 services d'urgence répartis sur tout l'Hexagone ont des fermetures partielles, sont en difficulté, régulent l'accès aux services ou ont recours au délestage ou au plan blanc. Un vrai sujet qui pourrait coûter des vies à un mois des premiers grands départs en vacances et alors que l'été pourrait être caniculaire. Et elle vient d'être publiée par Le Monde il y a 30 minutes, une tribune signée par pas mal de médecins, dont Frédéric Adnet, chef de service des urgences de l'hôpital Avicenne, qui écrit « Aux urgences, un service sur 5 est en danger de fermeture cet été. Il y aura donc des morts ». Cette tribune vient d'être publiée, d'où notre grand débat. Fermeture des services d'urgence, craignez-vous un été meurtrier? Et vous êtes 91,3% à dire oui. Avec nous, Frédéric Lapostole, professeur de médecine d'urgence à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Professeur Lapostole, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. En tout, 120 services d'urgence répartis sur tout l'Hexagone ont soit des fermetures partielles, sont en difficulté, régulent l'accès ou ont recours au délestage ou au plan blanc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre ces 5, on va dire, circonstances de détresse ? Écoutez, le point commun à ces situations, c'est relativement simple, c'est qu'il y a un manque de personnel. Alors parfois du personnel paramédical, des infirmières, des aides-soignants, parfois, et ça c'est plutôt une nouveauté, du personnel médical qui contraignent les établissements à s'adapter. Donc il y a plusieurs façons de s'adapter. L'une, par exemple, vous l'avez évoqué, c'est de considérer qu'à partir de minuit, on ne reçoit plus que des urgences qui ont été triées, sélectionnées en fonction de leur gravité et de la nécessité d'une prise en charge immédiate. Les autres sont repoussés ou envoyés vers d'autres établissements ou vers le médecin de ville. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire est de fermer complètement, et certaines structures ont choisi ça, elles ferment complètement à partir de minuit, par exemple, il n'y a plus du tout d'accès. Une troisième façon de faire est de délester d'une partie de l'activité pendant un certain moment de la journée, et là, plus aucun patient ne vient, ils sont tous réorientés. Donc, toutes les options visent à mettre des pansements sur la jambe de bois hospitalière, en fait. Philippe Bilger. Monsieur le professeur, est-ce que vous jugeriez un peu démagogique mon étonnement sur le fait qu'aujourd'hui, on intervient en ordonnant une mission d'urgence qui n'est pas une mauvaise idée en elle-même. Moi, j'aurais souhaité qu'elle s'appliquât un jour au judiciaire, mais est-ce que tout ça n'aurait pas pu être appréhendé en pleine épidémie? Je veux dire, est-ce que ce désastre des secteurs d'urgence, il était connu? Est-ce qu'au fond, on n'agit pas, on ne réagit pas une nouvelle fois après le moment clé où il aurait fallu le faire, à supposer qu'on ait pu régler le problème en 2 ans? Écoutez, l'urgentiste que je suis ne s'étonne pas qu'on réagisse dans l'urgence, c'est le cœur de notre métier. N'oublions pas qu'avant l'épidémie de Covid, les hôpitaux et tout particulièrement les services d'urgence étaient déjà sous tension. Un certain nombre d'entre eux étaient en grève et la situation était critique. Maintenant, je pense que la gestion de la crise Covid a posé suffisamment de problèmes à l'hôpital pour qu'il ait été difficile de vouloir simultanément gérer les deux. Par contre, c'est vrai qu'il y a plusieurs mois que cette crise est terminée, mais je pense que personne n'avait imaginé qu'au décours de cette crise, pendant laquelle les soignants ont été particulièrement impliqués, particulièrement présents, particulièrement motivés, il y aurait au décours de cette crise une telle catastrophe et un tel désinvestissement et autant de départs des personnels médicaux et paramédicaux de l'hôpital public. Françoise Degois. Oui, Frédéric Lapostole, c'est très intéressant. Je vous ai beaucoup suivi. On a été souvent d'ailleurs en plateau télé pendant la crise du Covid. J'aime bien votre point de vue. Je sais que vous arrivez à séparer le bon grain de l'ivraie et pas faire de politique. La réalité, c'est qu'il y a aussi probablement une crise des vocations. Je vous pose le point d'interrogation, bien sûr. Et est-ce qu'il y a aussi
aussi une forme de pas d'apathie, mais en tout cas pas de dégoût, c'est trop fort, mais une blessure avec tout ce qu'un certain nombre de soignants ont subi. Et est-ce que vous pensez pas, c'est ma dernière question, que réintégrer les soignants, par exemple, ne serait pas une bonne solution? Emmanuel Macron l'a balayé d'un revers de la main, bon, parce que bien sûr c'est quelque chose qui est porté par la gauche pour les législatives, mais est-ce que ça fait pas partie crise de vocation, essayer de réparer, je pose la question à Frédéric Lapostole, essayer de réparer vraiment ce qui est cassé entre les soignants et leur administration centrale et peut-être l'État, et réintégrer le personnel soignant licencié pendant la crise du Covid. Ces trois choses-là ont-elles un sens? Frédéric Lapostole. Pour la crise des vocations, les choses sont pas si claires que ça, et ceux qui partent aujourd'hui sont pour beaucoup, et c'est l'un des gros problèmes, pas des jeunes. Et certains qui quittent le bateau ont été les capitaines sur ce bateau pendant des années. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. La crise des vocations, en fait, on peut la gérer à l'envers. C'est-à-dire que nous avons eu pendant la première vague le renfort des étudiants de 2e et de 3e année de médecine. Et je peux vous dire qu'on en a fait des étudiants extrêmement motivés pour la suite de leurs études et leur implication dans différents maillons de la chaîne de soins. Donc, il y a eu une visibilité de la médecine d'urgence en particulier qui n'avait jamais existé en fait auparavant. Donc, je ne crois pas tellement à la crise des vocations. Par contre, il y a un vrai problème d'organisation, de structuration de l'ensemble de la filière, de l'amont de l'hôpital jusqu'à l'aval de l'hôpital, parce que si les choses, c'est une chaîne. C'est un château de cartes. Et si tous les maillons ne fonctionnent pas, ça ne marche pas. Si on ne peut pas mettre dans les établissements de rééducation, dans les EHPAD, des personnes âgées qui sont à l'hôpital, qui n'ont plus besoin d'être à l'hôpital, il n'y a plus de place pour les patients qui sont aux urgences. Et on comprend bien que c'est un jeu de domino. Quand il manque un domino, ça se casse la gueule dans un sens ou dans l'autre. Et pour le dernier point... les soignants, est-ce qu'il faut les réintégrer? La réintégration des, vous êtes d'accord avec ça, vous? Qui n'ont pas été vaccinés, je pense que c'est une mauvaise réponse à un faux problème. Vous êtes plutôt d'accord avec Emmanuel Macron, du coup? Les chiffres dans notre service, c'est-à-dire que nous, par exemple, il y a plus de 200 personnes, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, assistants de régulation médicale dans le service. Il y a une secrétaire qui a été écartée. Donc, c'est clairement pas comme ça qu'on résoudra le problème. Je ne suis pas sûr, à l'inverse de ce que vous avez dit, que d'un point de vue symbolique, ce soit un bon message. Philippe Deveul. Oui, écoutez... Donc vous êtes plutôt d'accord avec Emmanuel Macron, ok. Je vous remercie de vos remarques, monsieur l'Apostole. D'abord, donc, ce que je constate, c'est qu'on va passer du plan blanc au plan noir pour cet été, compte tenu des risques de canicule et d'engorgement des urgences. Maintenant, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas que la NUPES qui proposait la réintégration des infirmiers, du personnel hospitalier qui n'a pas voulu être vacciné, qui est parti. Je crois qu'aussi au RN, il le propose. Donc, il n'y a pas que... Voilà. Bien sûr. Voilà. Non, donc, il faut être assez équilibré. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est comment un président de la République tel que Macron, qui connaît le problème depuis un certain temps, ne fait rien. Fils de médecin, d'ailleurs. Et fils de médecin. Oui, et combien de temps, et là je vous pose une question technique, quel est le temps qu'il faut pour pouvoir rectifier le tir sur un système hospitalier tel qu'en France pour arriver à une normalité des services, et notamment des services d'urgence et du reste? Frédéric Lapostole. Vous savez que le numerus clausus, qui est l'élément déterminant du nombre de médecins, a été... théoriquement ouvert, mais en fait les vannes n'ont pas été vraiment ouvertes au cours des dernières années, et le temps de formation d'un médecin, c'est 10 ans. Donc si on dit aujourd'hui il nous faudra plus de médecins, et qu'on ouvre les portes aujourd'hui, ces médecins on les aura dans 10 ans. Oui. Donc évidemment, c'est l'hypothèse la plus pessimiste, parce que j'ai pris le temps de formation le plus long, qui est celui des médecins. Pour les infirmières, si on veut aujourd'hui augmenter le nombre d'infirmières, on les aura sur le marché dans 3 ans. C'est le vrai problème. De toute façon, comme au cours des dernières... La pénurie de médecins aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'elle est connue, puisqu'on sait à l'avance combien on va former de médecins. Donc, c'était pas très compliqué de prévoir qu'on arriverait... Non, mais vous n'avez pas le sens... Mais vous pensez pas... Dû au fait qu'on a géré les économies de santé en restreignant le nombre de médecins, en disant qu'ils prescriraient moins, qu'ils verraient moins de patients.
Non mais Frédéric On va Lapostole, faire ok, après la pause. ça vous étonne Françoise. pas, ça vous étonne pas d'avoir un président qui découvre quelque chose qu'il n'a pas géré en 5 ans. Il n'y a pas quelque chose qui vous heurte, vous, en tant que patron des urgences? Non. Bah, écoutez, ça fait 25 ans, 30 ans que la gestion d'accord, c'est pas la faute de hospitalière est Macron. sensiblement la même, Voilà. qui est uniquement guidée par des considérations économiques. Et là, il y a eu une parenthèse Covid et on a tous pensé, naïvement peut-être, que l'hôpital d'après serait fondamentalement différent de l'hôpital d'avant. Et le fait que ce ne soit pas le cas participe certainement à renforcer une certaine rancœur que vous avez évoquée. Les vraies voix, 18h42, notre grand débat. Fermeture de services d'urgence dans les hôpitaux. Craignez-vous un été meurtrier? Vous êtes 91% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe Deveul. Notre grand débat. Fermeture de services d'urgence dans les hôpitaux. Craignez-vous un été meurtrier? Vous êtes 91,2% à dire oui. Avec nous, le professeur Frédéric Lapostole, professeur de médecine d'urgence à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Je voudrais vous poser une question, professeur. D'ici un mois, jour pour jour, le professeur Braun doit rendre des conclusions à la ministre de la Santé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en un mois pour l'été prochain? Et quelles sont les propositions que vous attendriez? Et j'ai toute confiance en François Braun qui connaît bien le système hospitalier et préhospitalier pour faire des propositions. Maintenant, il faut être clair, en un mois, les propositions vont être, comme le terme est peut-être pas tout à fait adapté, mais du rafistolage pour passer l'été. C'est clairement pas sur ce qui va être proposé dans un mois qu'on va envisager une grande réforme de l'hôpital. Et je pense qu'il faut là avoir une réflexion au-delà de ce colmatage estival sur la façon dont on conçoit, mais collectivement, le fonctionnement de l'hôpital, de l'amont à l'aval, parce que j'insiste sur le fait que c'est une chaîne. Actuellement, le maillon qui pète, c'est celui des urgences, mais c'est normal parce que c'est en permanence un maillon sous tension, mais l'ensemble du système doit bien fonctionner pour que tous les patients soient pris en charge, que ce soit un patient avec un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral qui relève de structures d'urgence avec une prise en charge immédiate, mais aussi le gamin qui a une otite, qui a une gastro-entérite et qui a de la fièvre. Mais c'est un maillon, excusez-moi si vous voulez réagir, Françoise Degois. Non, quand un maillon pète, le problème, vous savez, c'est la théorie des dominos ou les réactions en chaîne. Il y en a d'autres qui risquent de péter. Pour vous citer, quels sont les prochains? Bah, écoutez, ce qui risque de péter, c'est que dans certains services, pour passer l'été, il faudra reprendre une configuration de crise qui sera probablement pas très éloignée de ce qu'on a été amené à faire pendant le Covid. Par exemple, en repoussant un certain nombre d'interventions chirurgicales s'il faut des lits à l'hôpital, en décidant de fermer certaines activités pour en privilégier d'autres et se rapprocher de la situation qui a été celle du Covid, avec la charge pour les patients, la charge pour le personnel et évidemment un prix à payer éventuellement pour les patients aussi. Philippe Bilger veut réagir. On ne va pas échapper à des solutions comme celle-ci. Philippe Bilger. Monsieur le professeur, si je peux vous demander un avis sur un plan plus général, on entend beaucoup dire que le vice fondamental de l'univers hospitalier aujourd'hui, c'est que l'administratif, la bureaucratie ont pris le pas sur le médical et le souci des soignants. Est-ce que vous partagez un petit peu cette inquiétude ou non? Je la partage totalement. En fait, dans administratif, on met plein de choses à la fois. Ce qu'il faut dire, c'est que clairement, depuis 25-30 ans, enfin moi, depuis que je suis praticien à plein temps à l'hôpital, la gestion de l'hôpital est une gestion entrepreneuriale et qui ne vise qu'à faire des économies. Et donc, ça veut dire par exemple que dans notre hôpital, les investissements à moyen et à long terme ont quasiment disparu. Et quand on se réunit tous les ans pour savoir ce qu'on va acheter comme matériel pour le renouvellement du matériel, en fait, on ne peut pas aller vers des nouveautés. On est juste à essayer d'avoir le minimum pour continuer à fonctionner aussi bien que l'année d'avant. Mais il n'y a pas de prospective.
Françoise donc, Legault. mais simplement parce que la gestion est économique, hein, c'est pas politique, c'est politique au sens du choix économique. Bien sûr. Mais c'est pas le choix de ne pas aller de l'avant. Ouais. Frédéric Lapostole, quand vous avez Frédéric Adnet, qui est votre confrère, hein, je crois, à l'hôpital Avicenne, signe lui aussi très présent pendant le Covid, très pédagogue comme vous, quand il signe une tribune avec une phrase aussi forte que des gens vont mourir, vous imaginez ce que ça fait les gens qui écoutent de l'autre côté du poste de la radio dans leur voiture en se disant, parce que tout de suite on se projette, c'est normal, on est des êtres humains un peu égoïstes, un peu autocentrés, l'infarctus ça ne choisit pas son heure, ça ne choisit pas son jour, sa date et surtout pas son hôpital. Est-ce que, je comprends l'idée d'utiliser des phrases aussi chocs, est-ce que vous pensez qu'elle recouvre une réalité? On va perdre des vies à cause de situations dégradées aux urgences, oui ou non? Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a de nombreuses études qui ont été conduites, dont certaines en France, qui ont montré de façon extrêmement claire que la surcharge des services d'urgence était associée à une augmentation de la morbidité, c'est-à-dire des autres pathologies, et de la mortalité. Il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est un constat qui a été fait dans tous les pays. Dès lors que les hôpitaux sont surchargés, il y a malheureusement un prix à payer pour les patients. Mais comment parce qu'on a le sentiment que les urgentistes jusqu'au bout sont des magiciens, en fait, Frédéric Lapostole, et particulièrement cette vision idéale que nous avons de l'hôpital français. On est à côté, en fait. Ah, on est à côté. Philippe, justement, puisqu'on parle de à côté, on a créé l'Union européenne, l'Union européenne de la finance, de l'argent qui est avec l'euro, qui est très fragile et on ne sait pas comment ça va se terminer. Mais en revanche, la question que je me pose et que je vous pose, pourquoi on ne joue pas sur le levier européen pour faire venir des médecins qualifiés européens qui viennent d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, de Roumanie, de Pologne, même de Hongrie, pour vous faire plaisir, Françoise. Non, mais il y en a beaucoup. Pourquoi n'utilisons pas le levier européen compte tenu de la perspective plutôt noire de cet été, de cette période estivale difficile pour les urgentistes? Une réponse courte, Frédéric Lapostole. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait beaucoup de médecins européens qui soient prêts à venir travailler pendant 2-3 mois dans un système dont ils savent que ça va être... Chez nous, pour résumer, pour conclure, les médecins en ce moment disent « je vais à la mine ». Et donc, je ne suis pas sûr que nos collègues européens aient envie de venir en France à la mine. Merci beaucoup, professeur Lapostole, professeur de médecine d'urgence. Les mots de vérité, c'est hyper rassurant, vous avez raison. À l'hôpital Vicenne de Bobigny, verdict sur Twitter, fermeture de services d'urgence dans les hôpitaux. Craignez-vous un été meurtrier? Et vous êtes 90,9% à dire oui.